Je viens ici pour parler donc d'un livre collectif qui est sorti aux éditions Amsterdam, dans lequel j'ai signé un chapitre. Et ce chapitre, c'est un peu un résumé de mon livre, enfin, dont je vais un peu parler, d'une enquête de terrain que j'ai faite sur les électeurs du Rassemblement national dans le Sud-Est. Mais j'espère qu'il y a des points communs avec d'autres régions, vous me direz. Et voilà, moi j'ai été très content de participer à ce projet collectif. L'Institut La Boétie, ça fait partie des lieux qui font de la politique, qui font du militantisme, mais qui sont quand même accueillants pour les productions intellectuelles, pour les productions scientifiques, pour les sciences sociales, pour les savoirs critiques. Et ça, c'est assez important, je pense, que des lieux de dialogue où les chercheurs comme moi se sentent bien aussi, se sentent à l'aise pour pouvoir partager des idées. Parce que moi, ça a été toujours un peu mon problème, c'est que quand on fait des sciences sociales sur un sujet, moi je fais de la sociologie du politique, j'ai des questions de recherche avant tout, quand je débute mon terrain. Mais évidemment, quand on travaille sur le Rassemblement national, il y a des implications politiques. Et donc ça m'intéresse toujours de pouvoir discuter en fait avec des acteurs du terrain, avec vous aussi, pour savoir voilà, à quel point mes résultats peuvent avoir un impact sur le monde réel. Et donc, bon, ce que je vais faire, c'est plutôt pas essayer de résumer tout le livre, mais me concentrer sur ce que je connais le mieux, c'est-à-dire mon chapitre, et donc qui est issu d'un livre, mais le chapitre est un peu un résumé du livre. Donc, si vous n'avez pas envie d'acheter le livre, enfin, vous pouvez acheter directement ce livre-là, qui en plus est moins cher, et vous aurez bien sûr d'autres. Voilà. Et non, mais en plus, là, vous aurez beaucoup d'autres aussi spécialistes de l'extrême droite actuelle, donc vous serez pas déçus, j'espère. Quand j'ai commencé, donc c'est un livre et un travail qui est issu d'une thèse de sciences politiques que j'ai commencé en 2016. Donc j'ai un travail de terrain qui a duré de 2016 à 2022, donc d'une élection présidentielle à l'autre, et qui sont deux élections présidentielles qui ont vu, comme vous le savez, Marine Le Pen arriver par 2 fois au second tour des élections. Et il y a eu ensuite les élections législatives aussi, avec à chaque fois un nombre record à l'époque de députés RN envoyés à l'Assemblée nationale. Moi, j'étais jeune chercheur. Quand j'ai commencé en 2016 à travailler là-dessus, je m'intéressais beaucoup à ce qu'on appelait la droitisation de la société française, la dédiabolisation du RN, la normalisation de l'extrême droite en France. Et il y avait beaucoup de choses qui portaient sur ce qu'on pourrait appeler la banalisation par le haut, en quelque sorte. C'est-à-dire au sein du champ politique, au sein du champ médiatique, à quel point les idées d'extrême droite étaient acceptées de plus en plus dans le champ politique et dans le champ médiatique. Et c'est très important et absolument essentiel et crucial d'étudier ces phénomènes-là, à mon sens. Mais moi, je suis un sociologue et j'aime bien faire de l'enquête de terrain. Et ce qui m'intéressait, c'est ce que j'appelle la normalisation par le bas, en quelque sorte, en tout cas la normalisation ordinaire, sociale. C'est-à-dire vraiment aller au plus près des électeurs que j'appelle ordinaires, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas militantes, qui ne sont pas professionnalisées politiquement, comme on dit, c'est-à-dire qui ne sont pas des élus, qui ne sont pas des cadres du RN, qui sont des gens en fait assez peu politisés. Les gens qui ont dans mon travail, c'est ça, c'est des personnes pour qui la politique, c'est quelque chose d'assez lointain. Il y a même une certaine distance, une certaine défiance vis-à-vis du monde politique en général. Mais c'est des personnes qui, à un moment donné de leur existence, se mettent à déposer un bulletin Marine Le Pen dans l'urne, un bulletin Marine, comme on me l'a souvent dit sur mon terrain, parce qu'on l'appelle souvent par son prénom. Et c'est ça qui m'intéressait. C'est qu'est-ce qui fait que dans les conditions matérielles d'existence, dans les conditions symboliques aussi d'existence, dans les conversations quotidiennes, dans les interactions de tous les jours, qu'est-ce qui fait qu'au bout d'un moment, certaines personnes se retrouvent à dire « bah oui, je vais voter Marine à cette élection » et les raisons que je vais donner sont jugées légitimes par mon entourage. Parce que ça, c'est un gros aspect de la sociologie politique qui est que on vote en groupe. Alors, vous votez dans le bulletin, dans l'isoloir, à bulletin secret, mais en réalité, on vote aussi souvent comme son entourage. Et les avis, les opinions de son entourage sont très importants. Donc la normalisation du RN, c'est aussi ça. C'est aussi quand autour de vous, tout le monde vous dit qu'il a voté pour le Rassemblement national et que vous trouvez ça légitime, et donc ça vous encourage aussi dans ce vote-là. Donc moi, c'est ça que j'ai voulu faire, et donc j'ai fait une enquête de terrain. Donc j'ai habité dans un territoire du sud-est de la France. On pourra revenir aussi, si vous le souhaitez, sur certaines des spécificités de ce territoire.
Mais voilà, comme souvent en sociologie, mon lieu de recherche, ça a été mon lieu de vie. Donc ça veut dire que j'ai fait beaucoup d'entretiens avec des personnes, avec des électeurs du RN. Et concrètement, ça veut dire que vous les recroisez le lendemain, c'est-à-dire vous faites un entretien, mais ensuite vous allez faire vos courses le lendemain, vous la recroisez. Il y a des années, tout ce qui se passe sur votre terrain, ça agrémente les conversations, etc., etc. Et à partir de ça, j'ai essayé de comprendre voilà, quelles sont les raisons pour lesquelles on vote pour le Rassemblement national, et je vais essayer de décliner ça un peu avec vous, un peu rapidement, en essayant de pointer certains points qui me semblent assez importants. Premièrement, sur les motivations du vote RN. Il y a un point qui est très important, qui est que souvent dans les enquêtes d'opinion, dans les sondages, on distingue deux types de motivations principales, celles qui arrivent en tête un peu dans les sondages. Premièrement, c'est le pouvoir d'achat. Pendant longtemps, c'était le chômage. Maintenant, avec l'inflation, c'est le pouvoir d'achat. Et deuxièmement, le rejet de l'immigration. Ce sont vraiment les deux thématiques qu'on retrouve le plus lorsqu'on interroge les électeurs RN et lorsqu'on leur fait une batterie de questions sur quelles sont vos motivations pour voter pour le Rassemblement national. Et souvent, dans le commentariat un peu médiatique, il y a une sorte de jeu qui consiste à se demander qu'est-ce qui compte le plus. Est-ce que c'est plutôt le pouvoir d'achat ou est-ce que c'est plutôt le rejet de l'immigration ? Est-ce que c'est une position de classe? Est-ce que c'est une colère de classe? Ou est-ce que c'est plutôt du racisme, pour le dire en d'autres termes? Cet enjeu qui consiste à se demander qu'est-ce qui compte le plus, en fait, quand vous faites des entretiens avec les électeurs du RN, vous vous rendez compte que ça n'a aucun sens d'essayer de séparer ces deux dimensions. Parce qu'en fait, moi, même dans le Sud-Est, où on m'a souvent dit c'est un électorat identitaire, etc., bon, en fait, c'est aussi dans les entretiens, les gens passent leur temps à me parler d'économie, à me parler de leurs problèmes économiques. Ils me parlent de leur logement, des aides sociales, des impôts, de l'éducation de leurs enfants, etc. Et ils me parlent de leur pouvoir d'achat. Mais lorsqu'ils me parlent de leur pouvoir d'achat, ils disent « j'ai des problèmes de pouvoir d'achat à cause des immigrés ». Ou bien, pour régler mes problèmes d'achat, ça va mal économiquement, et donc pour régler ce problème-là, il faudrait sélectionner. Il faudrait donner moins d'aide sociale à certains groupes sociaux qui sont jugés moins légitimes, et notamment les immigrés, et même surtout les immigrés. Et donc, vous voyez bien que essayer de se demander qu'est-ce qui compte le plus entre le pouvoir d'achat et le rejet de l'immigration, c'est une fausse question. Parce que ce qu'il faut chercher à comprendre, c'est non pas qu'est-ce qui compte le plus pour les gens, mais en fait comment ils se retrouvent, qu'est-ce qui fait que dans la tête d'un nombre croissant de citoyens, lorsque vous avez des problèmes économiques, une des solutions ou une des causes, c'est la question migratoire, c'est la question de l'immigration. Donc c'est ça qu'il faut réussir à articuler justement dans l'analyse, parce que c'est pour ça que les gens ils votent pour le RN. Et donc voilà, est-ce que c'est une question de classe ou est-ce que c'est une question de racisme? En fait, c'est les deux. Il y a une sorte de faux débat qui parcourt un peu tout le champ public de se demander est-ce que c'est du déclassement ou est-ce que c'est du racisme. En fait, c'est des peurs du déclassement qui sont, comme on dit en sociologie, racialisées. C'est-à-dire vous avez des problèmes socio-économiques et vous allez les racialiser lorsque vous allez les politiser. Donc c'est cette articulation qu'il faut arriver à comprendre. Il y a quelque chose que j'aime bien rappeler, c'est dans les années 80, le slogan le plus célèbre du Rassemblement national, c'était 1 million de chômeurs, c'est 1 million d'immigrés en trop. Et plus le nombre de chômeurs augmentait, plus ils changeaient le slogan, ils disaient 2 millions de chômeurs, c'est 2 millions d'immigrés en trop, etc. Là, vous voyez bien que c'est ni purement social ou purement sociétal, ni purement socio-économique, ni purement identitaire, ni classe ou racisme. C'est les deux. C'est on va prendre une question sociale et on va la racialiser. Et ça, je le retrouve encore dans les entretiens que j'ai pu mener au quotidien. Cette chaîne d'équivalence, en fait, cette chaîne de causalité qu'on va faire entre problèmes économiques et problèmes migratoires. Là, pour l'instant, j'ai parlé d'immigration et de problèmes migratoires. Là aussi, en fait, ce terme, il est piégé. Le terme d'immigration ou le terme d'immigré. Ça, c'est un gros problème qu'ont les sondages. La seule question qu'on pose aux électeurs RN, c'est est-ce que vous pensez qu'il y a trop d'immigrés en France, par exemple? Ou est-ce que vous êtes pour ou contre l'immigration? Bref, ce genre de questions. En fait, le terme d'immigré ou le terme d'immigration, moi, je le mets toujours entre guillemets dans mon livre, parce que c'est pas les immigrés au sens de l'état civil réel que ça désigne. Et vous avez peut-être des exemples, vous aussi, dans votre vie. C'est les personnes qu'on appelle immigrés. Déjà, c'est pas tous les immigrés. Les migrants ukrainiens, par exemple, c'est pas eux qu'on désigne par immigrés sur mon terrain. Et deuxièmement, ça désigne des groupes qui sont souvent français, au sens de l'état civil, depuis 1, 2, voire 3 générations, voire même 4 bientôt. Et qu'on continue à dire issus de l'immigration. On se demande au bout de combien de temps on va continuer à assigner ces groupes-là à ils sont issus de l'immigration. Et donc vous voyez bien qu'en fait, le terme d'immigration, et même en fait le terme de préférence nationale,
qui est défendu publiquement par le RN comme une division entre les Français et les étrangers au sens administratif et juridique du terme, en fait, ce terme, il est codé. Il est codé racialement, notamment. Parce que lorsqu'on parle de préférence nationale, on fait référence aux Français, mais en fait, on envoie un appel auprès de ce que mes enquêtés appellent, enfin, ce que les personnes avec que j'ai rencontrées appellent les vrais Français, qui sont opposés, du coup, aux immigrés, mais à nouveau, entre guillemets. Donc, il faut bien comprendre que la préférence nationale, c'est défendu publiquement comme un enjeu de nationalité, mais en fait, ça renvoie à d'autres choses. Ça renvoie à des processus de racialisation. Et on a, à mon avis, la même chose là actuellement quand François Bayrou il a parlé de subversion migratoire. Le fait d'avancer des chiffres en disant non, en fait, les vrais immigrés, c'est pas exactement ce nombre-là, on peut pas parler de submersion. Je pense que c'est un peu se tromper de cible parce que ce que veut dire François Bayrou, à mon avis, quand il parle de subversion migratoire, enfin, je suis pas dans sa tête, mais c'est pas seulement la question des immigrés qui entrent sur le territoire chaque année au sens strict. Voilà. C'est aussi la présence de ce qu'on appelle en sociologie les minorités ethno-raciales, c'est-à-dire des groupes sociaux qui sont assignés racialement. Et c'est cette question des minorités ethno-raciales en France qui continue de poser problème. Et c'est ces personnes-là qui sont désignées comme immigrés. Du coup, quand on a des sondages, là, j'avais regardé, c'était 92% des électeurs RN pensent qu'il y a trop d'immigrés en France. Mais est-ce que quand 92% des électeurs RN pensent qu'il y a trop d'immigrés en France, la moyenne c'est 60%, hein, donc c'est très important. Mais est-ce que les personnes pensent qu'il y a trop d'immigrés en France, ou est-ce que les personnes pensent qu'il y a par exemple trop de Noirs, trop d'Arabes ou trop de musulmans en France? C'est cette question-là, en fait, à mon avis, qu'il faut se poser. Pour avancer un peu, un autre point qu'on retrouve beaucoup plutôt en sociologie là sur les affects en fait et les représentations du monde qui traversent l'électorat du Rassemblement national, c'est ce qu'un sociologue qu'on aime beaucoup nous en sociologie qui s'appelle Olivier Schwartz, il a appelé la conscience sociale triangulaire. La conscience sociale triangulaire, l'idée qu'il y a derrière, c'est que on n'est plus seulement dans une conscience, dans un antagonisme social, eux et nous, c'est-à-dire le bas et le haut. Les classes populaires contre les classes supérieures, le peuple contre les élites, le prolétariat contre la bourgeoisie. Donc avec quelque chose d'un peu classe contre classe marxiste. On n'est plus uniquement dans cette configuration. On est aussi dans une configuration où il y a une défiance vis-à-vis du haut, qui est toujours là, mais on a aussi une peur vis-à-vis du bas, et de plus bas que soi. Et on a peur que les personnes qui sont plus bas que nous rattrapent. On a peur de passer de leur côté, en quelque sorte. Et donc c'est ça la conscience sociale triangulaire, c'est qu'on a l'impression qu'il y a toujours une pression qui vient du haut, sociale, mais aussi une pression qui vient du bas et de plus bas que soi, et dont il faut se mettre à distance. Et souvent, ce bas, il est encore une fois racialisé. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup des classes populaires, mais qui sont encore une fois issues de l'immigration. C'est de celles-ci qu'on a encore plus davantage peur. Et moi, donc en région PACA, c'est assez intéressant parce que cette question de la conscience sociale triangulaire, elle se joue beaucoup sur la question notamment résidentielle. La région PACA, c'est la deuxième région la plus inégalitaire, après l'Île-de-France, parce que du coup, il y a des très très fortes inégalités, parce qu'il y a d'autres immigrés et étrangers, mais des immigrés étrangers riches, qui viennent de Belgique, qui viennent du Royaume-Uni, qui viennent des États-Unis, qui viennent d'Autriche, et qui viennent acheter des résidences principales et des résidences secondaires dans les territoires qui sont très convoités en région PACA, donc l'arrière-pays provençal, la Côte d'Azur, et qui donc achètent des résidences principales, achètent des résidences secondaires, ça peut être des professions libérales, des retraités prospères, etc., et qui font monter le prix de l'immobilier et le prix du foncier dans des territoires que les électeurs du RN appellent les coins sympas, les coins tranquilles, les coins où on se projette à sa retraite, on aimerait bien, si on arrive à quitter notre quartier qu'on supporte plus, aller déménager dans ces endroits-là. Mais en fait, ces endroits ils deviennent inabordables financièrement. Donc il y a ça, cette pression par le haut, et du coup il y a aussi la pression par le bas, avec l'impression que les territoires qu'on appelle les cités, les HLM, les quartiers, etc., nous rattrapent. Et donc on a l'impression que il y a une sorte de pauvreté racialisée qui nous rattrape résidentiellement, et en même temps on ne pourra pas quitter notre quartier, on est assigné à résidence parce que c'est impossible de déménager dans ces endroits qui sont désormais complètement inaccessibles. Donc j'ai l'impression d'être coincé, d'être pris en étau entre des espaces repoussoirs mais envahissants, et des espaces convoités, mais désormais absolument inabordables. Donc là, on voit très bien cette conscience sociale triangulaire, mais il y a une distinction qu'il faut faire et que je fais un peu dans mon livre et dans le chapitre, qui est qu'il faut distinguer aussi conscience sociale et conscience politique. C'est pas parce qu'on a conscience qu'il y a une pression par le haut et une pression par le bas qu'on va politiser
de la même façon et avec la même intensité le haut et le bas. Et moi, ce que je retrouve sur mon terrain, c'est que vis-à-vis des inégalités du haut, ce qui ressort, c'est il y a de l'amertume, hein, il y a de l'envie aussi parfois, il y a beaucoup de colère parfois aussi, mais il y a surtout beaucoup de fatalisme. Qu'est-ce que tu veux y faire? Qu'est-ce que tu veux y faire? Les riches, ils sont riches, ils achètent là où c'est riche, et de toute façon, bon, on peut rien y faire. Donc il y a l'impression que ces inégalités du haut, c'est un donné, en quelque sorte, qu'on ne pourra pas changer. Et c'est un peu naïf de se dire qu'on va pouvoir le changer. Alors que vis-à-vis des inégalités du bas, et encore davantage lorsque c'est associé à l'immigration, c'est pour ça que c'est important de prendre en compte le racisme, hein, c'est que l'intensité, ça change. C'est-à-dire, vis-à-vis des inégalités du bas, c'est notamment quand c'est lié à l'immigration, là on se dit que c'est pas un donné, c'est quelque chose qui est évitable. Et qui aurait pu être évité depuis très longtemps, qui devrait être évité maintenant, et que Marine Le Pen, peut-être, pourra faire quelque chose plutôt que rien vis-à-vis de cette question. Donc là, c'est pas quelque chose qui est justement fataliste, c'est quelque chose qui est vécu comme scandaleux et qui est vécu comme évitable politiquement. Donc là, vous voyez bien qu'il y a une conscience sociale triangulaire, mais si on réfléchit en termes de politisation, ben on a une sorte de fatalisme de classe vis-à-vis du haut, et par contre une forme de volontarisme politique très important sur les questions de migration, sur les questions de sécurité, et plus largement sur cette alliance entre mise à distance des classes populaires et racisme. Et ça, je crois qu'il y a un sous-titre dans mon livre, c'est « Ce que le racisme fait aux perceptions de classe ». C'est pour ça, et ça c'est très important, c'est que un des effets du racisme, à mon avis, c'est de faire regarder davantage vers le bas de l'espace social lorsqu'on politise sa fragilité sociale. C'est un des effets du racisme que le RN exploite à plein, évidemment, parce que cette configuration est particulièrement en affinité avec l'offre politique que propose le Rassemblement national. Et encore une fois, c'est vraiment une question d'imaginaire politique et pas de faisabilité. Moi, ça c'est pas dans mon livre, mais ce que je me disais moi personnellement à la fin de mon terrain, c'est que entre réguler le foncier en PACA et arrêter complètement l'immigration, voire reconduire un nombre incroyable de personnes à la frontière, il y a des choses qui me paraissaient plus possibles à faire que d'autres en termes de politique publique. Mais c'est vraiment une question d'imaginaire de qu'est-ce qui est possible ou pas. Et à quoi on a renoncé et qu'est-ce qui nous paraît par contre évidemment changeable. Et voilà. Et là, à mon avis, le fait qu'on parle depuis 40 ans des politiques d'immigration, il faut faire des réformes, on peut faire des lois, il faut avoir de la tolérance zéro, etc., ça politise évidemment cette question fortement. Et enfin, pour terminer, donc, il regarde davantage vers le bas de l'espace social, mais je voudrais pas donner à penser qu'il n'y a aucune critique vis-à-vis du haut de l'espace social. Ces critiques, elles existent vis-à-vis des élites. Et j'ai essayé de les récolter un peu sur mon terrain. Il y a deux registres, en fait, de critiques dans les entretiens que j'ai pu mener avec les électeurs du Rassemblement national. Il y a une critique, on pourrait dire, de l'argent. Une expression qui est beaucoup revenue, c'est ceux qui se gavent. Les personnes qui se gavent, ils se sont gavés, etc. Et ça désigne les groupes sociaux qui ont une richesse qui est considérée comme imméritée, qui est considérée comme trop importante et qui est considérée aussi comme trop ostentatoire. Ceux qui veulent montrer qu'ils ont de l'argent. Les bourges qui regardent juste l'argent rentrer, parce qu'il y a une économie de la rente qui est très importante aussi en région PACA. Ceux qui se gavent, etc. Donc ça, c'est une critique qui existe. Et par contre, ce qu'il faut signaler dès maintenant, c'est que ça désigne les très riches et en fait les trop riches. C'est vraiment les 1%, quoi, qui sont visibles hein, en Provence ou sur la Côte d'Azur, mais c'est vraiment les personnes très très riches, alors que les patrons, les chefs d'entreprise locaux, par exemple, qui peuvent faire partie des classes supérieures, mais ils vont être vus de manière assez positive. C'est la personne qui a bien mené son affaire, la personne qui crée de l'emploi, etc. Donc ce sont des figures positives. Donc la critique de l'argent, elle est assez restreinte, on pourrait dire. Et une autre critique qui est beaucoup plus une critique de la parole, on pourrait dire. C'est les élites qui font la leçon, qui ont des beaux discours mais qui ne font rien, etc. Qui donnent des leçons de morale. Et ça désigne ce qu'on pourrait appeler les élites du diplôme, les élites culturelles. Sauf que là, je dis élite. Donc oui, les termes qui reviennent beaucoup, c'est les profs, les journalistes, les artistes, etc. Tout un ensemble de sociotypes qui sont assez révélateurs et qui sont associés à la gauche. Et à raison. Quand on regarde les études électorales, ça fait partie des groupes sociaux qui continuent à voter très fortement pour la gauche. Mais là, je dis élite, mais en fait, parfois, c'est pas du tout des élites, en fait. C'est des petites, ça peut être l'instituteur du coin,
ça peut être le cadre associatif, ça peut être le responsable de la culture, de la municipalité, etc. Et donc là, par contre, il y a des tout petits écarts, mais comme ils passent par la question culturelle, par la question de la parole, par la question du diplôme, c'est beaucoup plus facilement activable comme critique. Et comment expliquer ça? Comment expliquer que pour que la critique de l'argent, de la domination économique s'active, il faut que ça soit des très riches, et que par contre pour que la critique de la domination culturelle s'active, là c'est des écarts sociaux qui sont très moindres. Il faut revenir à ce qui reste la variable la plus prédictive du vote RN, c'est le niveau de diplôme, le faible niveau de diplôme. Ça ne veut pas dire que les gens sont bêtes, sont pas intelligents, etc. Ça veut dire que dans l'échelle de diplôme, relativement aux autres groupes sociaux, lorsque vous avez un faible niveau de diplôme, votre vie, elle n'est pas pareille, c'est-à-dire votre sécurité sur le marché de l'emploi notamment n'est pas la même, votre rapport à l'école, à l'avenir de vos enfants n'est pas le même lorsque vous avez un faible niveau de diplôme dans une société où le capital culturel, comme dit Bourdieu, est si important. Voilà. Et ce niveau de diplôme, il est aussi très important pour comprendre, parce que dans les entretiens, ce que je retrouve derrière, c'est des trajectoires scolaires qui sont courtes, mais qui sont surtout compliquées, qui ont été vécues conflictuellement, avec une forme de défiance vis-à-vis de l'ordre scolaire, vis-à-vis de l'ordre professoral, vis-à-vis des postures professorales. Et donc le fait que la domination de classe dont s'estiment victimes les électeurs du RN, c'est avant tout une domination par le diplôme, par la culture, plutôt que par l'argent, ça s'explique à mon avis aussi par ces trajectoires scolaires et par le fait que l'école, c'est un lieu d'émancipation si on veut, mais c'est aussi un lieu de classement et un lieu de violence pour tout un ensemble de personnes, et aussi du coup pour les électeurs du RN. Et ça reste même bien après la fin de la scolarité. Et donc le fait qu'on a l'impression que la gauche donne des leçons de morale, ça réactive aussi des formes de violence vécues scolairement qui peuvent être du coup très mal vécues subjectivement par les électeurs du RN par la suite. Et juste pour finir, là j'ai parlé de la critique de l'argent, la critique de la parole. Il y a un groupe social qui réunit ces deux tares, c'est le monde politique. Le monde politique qui réunit en fait toutes les détestations. Les hommes politiques, les politiciens, ceux qui nous gouvernent, etc., notamment les élites gouvernantes. C'est à la fois ceux qui se gavent, parce qu'il y a tout un ensemble il y a des détails sur les patrimoines des élus, sur les salaires des députés, etc., qui sont très précis et qui reviennent souvent. Et c'est aussi évidemment les beaux parleurs, ceux qui font la leçon, ceux qui parlent mais qui ne font rien, etc. Et là au milieu, vous avez Emmanuel Macron, qui est vraiment l'incarnation de une synthèse de ces deux, de tout ce qu'on déteste chez les élites économiques et de tout ce qu'on déteste chez les élites culturelles. Macron, c'est à la fois le banquier et le beau parleur, la personne qui est intelligente, le terme il revient souvent, mais c'est une intelligence mise à son profit, au profit de la bourgeoisie, même si le terme n'est pas utilisé comme ça, et non au profit de l'intérêt général. Je vais m'arrêter là, merci pour votre attention. Merci Félicien pour cette présentation de tes travaux. Moi, je dois dire que j'ai lu. Alors, ça va plus en profondeur que ce seul livre-là. Ton livre, ça s'appelle Des électeurs ordinaires. Je sais pas si tu l'as dit. Je crois pas. Tu t'as dit qu'il était long et qu'il était plus cher et tout ça, mais il est super. Franchement, je vous invite à lire parce qu'en fait, il y a quand même un petit souci dans les débats qu'on peut avoir parfois à gauche sur comment on fait pour essayer de conquérir le pouvoir, où certains vont dire ah mais il faut essayer de convaincre les électeurs du RN, d'autres vont dire non ça sert à rien, il faut plutôt essayer de convaincre les abstentionnistes, d'autres vont dire non mais en fait tout ça sert à rien, il faut plutôt essayer de ramener à gauche ceux qui sont allés vers Macron petit à petit, etc. En fait, moi je pense qu'il faut essayer de convaincre tout le monde, donc c'est pas très compliqué. Et justement un des immenses avantages des travaux de Félicien, c'est que lui, il est allé enquêter auprès des électeurs RN pour savoir exactement c'est quoi leurs attentes dans la vie politique, c'est quoi leurs attentes vis-à-vis du vote RN. Il y a un point qui est un point central et qui, je pense, alerte tout le monde, et après je parlerai vraiment effectivement du bouquin sur la résistible ascension, parce que c'est ça le sujet, mais c'est que on ne combat pas une force politique sans combattre le terreau du vote de cette force politique. Tu as dit à raison que dans tes travaux, la question de l'immigration, et tu décris bien ce qui est mis derrière l'immigration, en fait, c'est une question raciste,
elle est liée aux questions économiques. Et ce que tu décris d'une manière très très précise, c'est à quel point, et regardez comment c'est fait dans la société désormais, y compris par les médias qui reprennent le discours de l'extrême droite quasi mot pour mot, tu vois, un mec d'extrême droite qui dit un truc, le lendemain, pouf, ça y est, c'est dans les médias. Mais l'extrême droite lie tous les sujets à la question de l'immigration, et donc à la question raciste. Problème d'insécurité, c'est la faute à l'immigration. Problème économique, c'est la faute à l'immigration. Problème sur les droits des femmes, c'est la faute à l'immigration. Problème pour les personnes homosexuelles, c'est la faute à l'immigration. Bref, tout est toujours de la faute à l'immigration. Et en fait, quand on creuse dans le détail, un des éléments, il y a deux éléments qui sont assez intéressants, c'est que sur le fond politique de ce qu'ils racontent, si jamais ils comptent tout financer de tout ce qu'ils veulent faire par l'arrêt de l'immigration, ils sont mal barrés, parce qu'en réalité, ça va coûter plus cher si jamais on arrête l'immigration. Donc, c'est incohérent sur le fond. Et puis, l'autre truc que moi, j'ai trouvé vraiment très intéressant dans ton bouquin, et on a tous eu des discussions comme ça avec des gens qui votent RN, ils disent « je suis pas raciste, mais », suivi d'un truc raciste. Ouais, je suis pas raciste, mais quand même, c'est toujours les mêmes. Je suis pas raciste, mais t'as vu, c'est toujours les mêmes profils, etc. Et c'est précisément ça qu'il faut déconstruire, parce que si jamais on travaille pas sur ce que c'est que le racisme et comment il s'insère dans la société, y compris parfois chez des gens qui sont des militants de gauche. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Le racisme, c'est un système de domination qui fonctionne comme le patriarcat. Alors on est tous, maintenant je pense qu'on a tous à peu près compris que le patriarcat était un système de domination parce qu'il y a eu le mouvement MeToo et parce qu'on a pu voir dans ce mouvement MeToo que quand on disait « oh quand même, y en a qui exagèrent » et que d'un seul coup vous aviez quelqu'un à côté de vous qui était votre petite amie ou votre mère ou votre fille ou etc., qui vous disait « bah non en fait, c'est pas exagéré, c'est ça la situation » et où d'un seul coup la libération de la parole a permis de faire prendre conscience à tout le monde qu'il y avait un problème structurel qui était posé dans la société. Cet événement n'est pas arrivé encore dans la société française sur les questions racistes. Ça n'est pas arrivé encore que les personnes qui sont concernées par le racisme disent exactement ce que ça veut dire et disent que oui, toutes les personnes qui sont racisées ont déjà été confrontées à du racisme, quelle que soit la raison, quels que soient les éléments faibles ou forts qui ont été liés à des questions racistes. La question des violences policières, c'est évidemment le niveau le plus élevé quand il y a des violences policières racistes. Moi, quand il y a des... Vraiment, c'est un exemple que je cite souvent, mais moi, il y a un gamin de 12 ans dans ma circo, il me dit qu'il s'est fait traiter de kebab par les policiers. Il a 12 ans, c'est un gamin. Donc, on comprend bien que il y a un problème qui est posé. Et ça, c'est du faible niveau, parce que quand on parle de violence, on parle de violence à proprement parler, qui sont pas juste des insultes. Mais ça, c'est des choses qui arrivent dans le niveau extrême, je vais dire, d'une certaine manière. Mais toutes les fois où il y a quelqu'un qui vous demande « c'est quoi ton origine ?» Bah, vous le dites pas forcément d'une manière raciste, c'est parce que ça, vous vous questionnez sur ce sujet, mais la personne, quand elle l'a entendu 100 fois dans sa vie, ou 200 fois, ou 300 fois, ou 400 fois, vous voyez bien que ça crée une différence par rapport aux autres. Moi, on m'a jamais demandé c'est quoi mon origine. Pourtant, je suis des origines qui sont belges et italiennes. Et tout le monde s'en fout, parce que c'est pas écrit sur ma tête. Et c'est ça, justement, qui n'est pas étudié dans la société. Si on fait le test dans la salle, moi j'aime bien faire ça. Il y a 20 millions de Français qui ont au moins un grand-parent, un arrière-grand-parent, un parent qui était immigré. On peut faire le test, moi j'en suis, allons-y dans la salle. Bon voilà, c'est pas écrit sur notre tête. C'est pas écrit sur notre tête. Et pourtant, vous voyez bien que la question qui est posée, quand on parle d'immigration, c'est précisément quelque chose qui est écrit d'une certaine manière pour les gens qui votent RN sur la tête des gens. Ou sur ce qui porte sur la tête, le voile, la kippa, etc., etc. Donc, c'est ça la question qu'il faut réussir à combattre. Mais pour réussir à la combattre, il faut... Comment ? Pour réussir à... On fera un tour de questions après. Et justement, on veut laisser beaucoup de temps aux questions. Donc. Mais pour réussir à combattre ça, il faut que nous-mêmes, on soit capable de comprendre quels sont les ressorts qui sont à l'œuvre. Et qu'on ait y compris des outils de combat vis-à-vis de ce que fait le Rassemblement national. Donc, déjà, premier point, et ça, c'est un des enseignements du livre. J'ai fait complètement à l'envers par rapport à ce que j'avais prévu de vous dire. Je suis parti par la fin. Ça. Mais c'est que, donc, si on veut les combattre, il faut le combattre sur le terreau du vote, mais il faut qu'on cède sur rien du tout. Il faut qu'on les fasse reculer comme ils ont réussi à faire reculer, de leur côté, ils ont réussi à faire reculer les médias.
Ils ont réussi à faire en sorte que les médias véhiculent régulièrement le discours de l'extrême droite, reprennent les thèmes, reprennent les sujets, reprennent parfois les mots d'ordre du Rassemblement national, jusqu'à Bayrou qui dit « bah oui, après tout, c'est vrai, il y a un problème de submersion migratoire, et vas-y, Darmanin, à peine on a voté la loi sur le droit du sol à Mayotte, enfin nous on n'a pas voté évidemment, mais à peine on est passé à ça, boum, allez, et en fait il faut remettre en cause le droit du sol sur toute la République française, et les mêmes qui nous disaient le matin même que non, non, vraiment Mayotte c'est une situation exceptionnelle, paf, le soir ils vous disent « ah mais en fait, il y a une question qui est posée sur l'identité française et la mise en cause du droit du sol », et vous voyez comment ils reculent, ils reculent, ils reculent. Mais en fait, à force de reculer, justement, ça c'est un des trucs que je voulais vous dire parce que c'est hallucinant. Il y a une enquête qui a été faite, une énorme enquête socio, qui a été faite sur 135 000 personnes dans 26 pays de l'Union européenne pendant 26 ans. Okay, donc c'est une enquête un peu solide quand même. C'est pas un sondage de l'Institut CSA qui est détenu par Bolloré. C'est un truc sérieux. Et là, la conclusion de cette étude, c'est que les partis dominants adoptant une rhétorique d'extrême droite augmentent simplement les votes pour les partis d'extrême droite. Voilà. Donc on a une étude sur 135 000 personnes qui confirme scientifiquement des éléments qu'on pouvait se dire nous autres militants de gauche. Maintenant donc ce qu'il faut savoir c'est comment on fait pour combattre. Tu as dit un truc qui est essentiel, c'est que les gens votent extrême droite parce qu'ils se disent aussi que nos solutions à nous ne sont pas applicables. C'est-à-dire nous, à courir après Bernard Arnault, c'est chaud, faut déjà l'attraper et tout. En plus il a un jet donc il s'en va vite. Donc faut qu'on soit capable de le rattraper. Voilà. Donc la première chose à avoir en tête, c'est que l'ascension de l'extrême droite, elle est, et c'est le titre du livre, résistible. Elle peut s'arrêter. On n'est pas condamné au fait que l'extrême droite soit en progression constante. On peut arrêter cette progression. D'abord, il faut donc étudier quelles sont les contradictions. Les contradictions de l'extrême droite, il y en a 5 grandes. Il y a contradictions ou faiblesses, on va dire. Il y en a 5 grandes qui sont listées dans le livre et que je vais vous donner. La première, c'est que ils sont arrivés d'une certaine manière au moment du blocage. Ils ont une contradiction interne dans l'électorat qu'ils visent. Ils cherchent à rassembler aujourd'hui un électorat populaire, qui est celui que tu décrivais, qui critique des élites, critique des élites économiques, qui est dans une situation compliquée sur le plan du travail, sur le plan du logement, qui a envie que ça change, et que ça change au profit des plus pauvres, de ceux qui travaillent, de ceux qui bossent, etc. C'est souvent des discours qui vont être utilisés. Il y a cet électorat-là, et de l'autre côté, un électorat qui est plus bourgeois et qui a plus intérêt à la préservation du système économique actuel. On l'a vu en particulier pendant les législatives. Bardella était là tout content en pensant qu'il allait gagner, parce qu'il y avait l'Institut CSA qui disait qu'il allait gagner, donc forcément il pensait qu'il allait gagner. Non, je déconne, mais il était là, et moi j'ai retrouvé une intervention où il disait « Je vais hériter d'un pays qui est dans une situation catastrophique sur le plan financier. Je vais hériter d'un pays. » Vous voyez, il se met déjà à parler comme des mecs de la Ve République. Et ça, c'est une contradiction dans les deux électorats, justement. Il a abandonné toutes les mesures sociales. La réforme des retraites, ah bah non, finalement, il fallait faire un audit avant de savoir si c'était possible de l'abroger. La baisse de la TVA, oh bah non, il faut faire un audit pour savoir combien ça va coûter. Enfin, il fallait faire un audit pour tout, parce qu'en fait, justement, ce que je disais au début, comme ils bossent pas, ils ont rien financé, et donc, comme ils se rendent compte qu'ils ont rien financé, et que la seule manière de financer des mesures sociales, même si je conteste l'idée que le Rassemblement national veuille faire des mesures sociales, la seule manière à faire, c'est partager la richesse. Donc à un moment donné, si vous voulez pas taper les riches, eh ben, vous allez rien financer du tout. Et précisément, la contradiction apparaît. Parce que dès qu'on arrive sur du sérieux et du solide, bah, ils peuvent pas dire oui, bah, les riches quand même, ils produisent de la richesse, on les aime bien, tout ça, et dire en même temps, bah, on va faire du mieux sur le plan social. Ça marche pas. Il y a une contradiction, et cette contradiction, elle n'est pas résolue. Ensuite, ils ont des contradictions internes. J'en ai un petit peu parlé. Mais sur la question, par exemple, si je prends une question très concrète, comme le féminisme. En ce moment, vous voyez des collectifs féministes qui disent qu'il y a un vrai problème qui est posé sur les droits des femmes, c'est l'immigration. Bien sûr, c'est toujours la même chose. Mais sauf que quand elles parlent des cas particuliers dans lesquels une personne immigrée, étrangère, agresse une femme, elles invisibilisent l'essentiel des violences qui sont commises dans la société et qui sont faites, non pas par des personnes étrangères, mais la plupart du temps par une personne qui est connue, qui est même parfois dans la famille, et ça invisibilise toutes ces violences-là. Donc, il y a une contradiction qui apparaît dans les situations réelles vécues et ce qui est porté comme discours.
Même chose quand ils vont dire qu'ils défendent les droits des personnes LGBT, mais qu'en même temps, ils vont critiquer les wokistes qui veulent je ne sais quoi, changer la société, etc. Si vous regardez bien, dans LGBT, il y a quand même la question de la transidentité. Le T, c'est pour transidentité. Ah, ils ont un problème avec la transidentité du côté du Rassemblement national. Donc, ils ont des contradictions discursives. Ensuite, troisième difficulté, même si j'ai l'impression que c'est une difficulté qu'ils sont en train d'essayer de corriger, c'est qu'ils n'agissent pas comme un parti de masse. Nous, on a une habitude de faire des manifestations, des rassemblements, des grèves, des mouvements sociaux. On est organisé à gauche pour faire ça et on est une force dans la société d'action, de modification, de transformation de la société, ce que n'est pas, pour l'instant, le Rassemblement national, même si je crois que c'est ce qu'ils essayent de corriger, et notamment ils font des cérémonies de vœux dans lesquelles ils arrivent à rassembler pas mal de monde. Mais ils n'ont pas transformé ça en force d'action sociale, même si, encore une fois, il y a des mouvements, des groupuscules, c'est plutôt des groupuscules d'extrême droite qui vont porter de la violence d'extrême droite dans la société. Et oui, ils essayent de corriger ça. Quatrième faiblesse, j'en ai déjà parlé, c'est la crédibilité sur le fond. Ils sont vraiment nuls. C'est-à-dire, vous avez vu que quand on met un Bompard et un Bardella sur un même plateau dans les élections législatives, il y en a un qui lui met 23-0 et l'autre il disparaît sous terre. Il a déjà défendu la retraite à 66 ans pendant le débat. Et il se ridiculise, Jordan Bardella, dès lors qu'il n'a pas des journalistes qui lui servent la soupe, mais qu'il a quelqu'un qui lui dit « Ah bon, avec quoi tu vas payer la soupe ?» et qui commence à lui rentrer dans le lard, j'allais dire, mais c'est effectivement ce qui s'est produit. Et puis enfin, dernière difficulté, et là je pense que c'est un bon exemple aujourd'hui, l'extrême droite est incapable de faire des liens avec les intellectuels, ce sont des faux intellectuels, ils inventent des intellectuels qui n'existent pas, qu'ils créent, parfois de toutes pièces. Alors là, j'ai vu qu'ils en avaient sorti un nouveau qui était un spécialiste de l'immigration, le mec, il n'a jamais rien fait sur le sujet, mais c'est pas grave. Alors que nous, à gauche, on a quand même cette tradition, cette culture d'essayer de tisser des liens avec les intellectuels, non pas parce que ça nous fait plaisir juste comme ça, d'avoir des discussions intellectuelles et tout ça, c'est par ailleurs très intéressant et ça nous fait effectivement plaisir, mais c'est pas seulement ça, c'est aussi pour que notre action soit basée sur des éléments théoriques et qui sont transformés en actions concrètes dans la société. Et je pense que l'exemple d'aujourd'hui est quand même un bel exemple. On fait de l'enquête, de la science, de la théorie, et après, on réfléchit à comment on met ça en pratique dans la société, dans nos actions. Bah ça s'appelle faire des liens avec les intellectuels pour essayer de transformer la société. Alors du coup, que faire? Pour reprendre un livre bien connu de certains d'entre vous, voilà. Que faire pour essayer de combattre l'extrême droite? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne combat pas le RN. On ne combat pas Éric Zemmour. On combat un processus qui est à l'œuvre dans la société, qui est l'extrême droitisation de la société. Et ce processus d'extrême droitisation, si vous voulez des exemples, vous avez qu'à regarder dans les années 30 comment ça s'est produit, c'est une pente, voilà, et tout le monde dévale la pente. Enfin, tout le monde. Si, tout le monde, y compris nous. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple concret, y compris nous. Par exemple, si je posais la question dans la salle, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une augmentation du nombre de meurtres dans la société? Je pense que vous répondriez plutôt oui, de base. Ouais, vous dites ça parce que je vous ai dit comme ça. Donc c'est plus facile. Mais en réalité, il y a une construction d'un discours médiatique d'insécurité qui fait qu'il y a plein de gens qui pensent, alors peut-être pas vous parce que vous êtes super fort, puis que je vous ai quand même dit le truc avant, donc vous faites non, c'est sûr, non, c'est pas ça. Moi, je regarde les statistiques du ministère de l'Intérieur régulièrement. Vous allez sur le site du ministère de l'Intérieur régulièrement. Bah moi, j'y vais, je suis un peu zinzin, je fais ça. Je vais régulièrement sur le site du ministère de l'Intérieur pour regarder les stats sur l'immigration et sur l'insécurité. Non, en fait. C'est effectivement, dans les 3, 4, 5 dernières années, il y a une légère augmentation qui est beaucoup due au trafic de stupéfiants, au règlement de compte entre des groupes, plus une partie qui est liée aussi au fait qu'il y a beaucoup d'armes en circulation en Guyane, par exemple, et que là encore, il y a des bandes qui sont des bandes organisées qui tuent des gens, effectivement, et donc il y a une augmentation un peu sensible. Mais si on regarde sur le très long terme, en réalité, on est dans une baisse continue, et là, il y a ce moment particulier qu'il faut traiter, auquel il faut être capable d'apporter une réponse, mais voilà, il y a une construction de ce sentiment-là. Et on pourrait prendre sur plein de chiffres. Donc, vous voyez bien que l'espace mental qui est construit est un espace mental qui vient alimenter les thèses de l'extrême droite. Et que c'est très difficile de s'en sortir, particulièrement quand il y a des personnes en qui on était censé avoir confiance, parce que les médias, on était censé avoir confiance dans le fait qu'ils nous disaient la vérité. Et particulièrement quand il y a des médias qui racontent n'importe quoi, qui vérifient pas les informations, qui se contentent de faire des bandeaux citations, qui répètent des phrases des mecs qui sont passés à la télé. Enfin, l'information en continu dans notre pays, elle est essentiellement produite par des gens qui se pointent sur un plateau télé, qui disent leur truc, et puis ensuite ça devient une information. Qui vérifie, qui fait le travail de vérification?
plus trop les journalistes, malheureusement. Et puis, surtout quand il y a quelqu'un qui dit une bêtise, un mensonge, il n'y a pas la personne en face qui dit « Mais attendez, vous êtes sûr de ça ?» Une fois de temps en temps, il y en a un qui le fait. Alors, chaque fois qu'il y en a un qui le fait, les vidéos circulent de manière... en disant « Bravo, enfin quelqu'un qui répond, etc. » Ça devrait être la norme, en fait. Ça devrait être la norme, et ça l'est plus du tout, malheureusement. Donc ça, petit 1, on est en train de combattre un processus d'extrême droitisation. Comment on combat un processus d'extrême droitisation? Eh ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne cède sur rien. Rien du tout. Est-ce que l'immigration est un problème pour la France? Non, l'immigration est un fait qui se produit. Il y a des gens qui bougent, il y a des raisons politiques pour lesquelles les gens bougent. Et justement, une des raisons, ça s'appelle le capitalisme, et ça s'appelle des gens comme Monsieur Bolloré qui vont exploiter dans un certain nombre de pays les matières premières. Donc c'est un fait. C'est un fait. Si jamais vous pensez que c'est autre chose qu'un fait, par exemple les Ukrainiens, on en a parlé tout à l'heure, bah oui, il y a une guerre, les gens bougent. Et si vous avez l'impression qu'on serait différent des autres, il n'y a qu'à se souvenir des images des années 40, justement, 30 et 40, où c'était les Français qui bougeaient parce qu'il y avait la guerre chez eux. Hein. Donc, ce sont des faits politiques. Et la question qui est posée, c'est comment on les traite, comment on y répond, quelles sont les solutions qu'on y apporte, quels sont les moyens qu'on met en œuvre éventuellement pour lutter contre les causes de ces départs qui sont des départs forcés, qui sont des exils. Comment on fait pour agir sur ça? Mais pas en disant, oui, il y a un problème qui est posé avec l'immigration, etc. Ah oui, à partir du moment où on rentre dedans, où on met le doigt dedans, alors derrière, ils vont dérouler leurs solutions à eux. Mais il y a d'autres solutions, il y a d'autres possibilités, il y a d'autres manières de traiter les sujets. D'ailleurs, si on prend la question des Ukrainiens, par exemple, ça s'est plutôt bien passé. Pourquoi? Parce qu'on a mis en place une politique d'accueil qui était une politique efficace. Voilà. Donc on est capable de le faire. Donc sur l'immigration, mais même sur les autres thèmes, la sécurité, c'est pareil. On a des réponses à apporter sur la sécurité. Eux, ils parlent toujours de sécurité sous la forme de la terreur. C'est-à-dire, on va mettre des peines très sévères, mettre plein de policiers, mettre plein de juges, mettre plein de prisons, et voilà, ça va régler le problème. Une fois qu'il y aura tout le monde en prison, ça va régler le problème. Aux États-Unis, il y a la peine de mort. Hein. On a l'impression que ça a réglé le problème, la peine de mort. Non, il y a de l'insécurité dans la société. À partir du moment, enfin, il y en a de toute façon, mais à partir du moment où on ne fait pas de prévention, on n'a rien traité en amont. Et ça, ils en parlent jamais, l'extrême droite. Ils veulent pas éviter qu'il y ait des crimes ou des délits. Ils veulent les punir. C'est pas pareil. Nous, on veut éviter qu'il y ait des crimes et des délits. On veut faire de la prévention. On veut diminuer le niveau de violence dans la société. C'est pas tout à fait pareil que ce qu'eux, ils veulent faire. Eux, ils veulent augmenter le niveau de répression de la violence. Ça n'est pas efficace. Il y a des enquêtes qui le montrent, là encore, qui sont des enquêtes scientifiques. Mais sur tout le reste, bon, je vais pas vous saouler avec le drapeau tricolore, la Marseillaise et Robespierre, mais vous connaissez ma musique sur le sujet. Mais c'est pareil, sur ce sujet-là, ils vendent une forme d'identité qui n'est pas ce que nous défendons, nous, comme des républicains, pour le coup, qui disent que notre égalité est faite de notre citoyenneté d'abord. C'est ça qui nous définit comme égaux. C'est pas une personne égale une voix, et que dans l'isoloir, vous valez autant que Bernard Arnault. J'essaye de pas faire trop long, mais voilà. Et puis enfin, il y a un élément qui est un élément central, et ça tu en as parlé, donc je vais pas revenir en détail dessus, mais le Rassemblement national fait une division de la société qui est horizontale. C'est-à-dire, il prend le peuple et il coupe des bouts. Il dit, non, lui, musulman, il n'a pas le droit d'être dans le peuple. Lui, d'origine je sais pas quoi, il n'a pas le droit d'être dans le peuple. Lui, il a un truc qui va, qu'il peut pas faire, pas le droit d'être dans le peuple. Donc il coupe des bouts du peuple. Tchac, 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 tchac. Et à la fin, il reste, on sait pas exactement quoi, parce que si vous leur demandez, c'est qui leur va finalement, ils seraient pas capables de vous le définir, je pense, à mon avis. Faudrait un jour leur poser la question, genre c'est quoi un Français pour vous? Je suis pas sûr qu'ils sachent répondre exactement à ce qu'ils attendent, à part dire c'est quelqu'un de blanc, peut-être catholique éventuellement. Mais c'est même, enfin, je ne sais pas s'ils seraient capables de définir. Mais eux, ils coupent des bouts sur un peuple qui est par nature horizontal, même s'il y a des écarts de richesse. Nous, justement, ce qu'on essaye de faire, c'est l'inverse. C'est d'aller regarder ceux qui sont tout en haut de l'échelle sociale et qu'est-ce qu'ils font. Il y a un chiffre hyper intéressant qui a été publié il y a quelques jours. Je ne sais pas si vous l'avez vu circuler. C'est que l'impôt est dégressif chez les ultra-riches, chez les milliardaires. Les multimillionnaires payent 46% d'impôts sur leurs revenus. En tout, à peu près. Les milliardaires, c'est-à-dire les 0,0002% les plus riches de la population, eux, ils payent 26% d'impôts sur le revenu. Ils payent moins d'impôts en pourcentage de leur richesse que les pauvres multimillionnaires. Donc, par ailleurs, eux aussi, il faudrait qu'ils payent un peu plus. Mais vous voyez qu'il y a une forme d'injustice qui est contenue là-dedans. Et cette injustice-là, tout le monde est capable de la comprendre. Donc ensuite, la question, c'est est-ce qu'on est capable d'agir sur ce sujet? Et c'est ce que tu disais. C'est plus facile d'aller de régler un problème comme celui-ci que d'essayer de se dire qu'on va déporter je ne sais combien de personnes de notre pays. Parce que c'est ça dont il s'agit. Il s'agit de déporter des gens. Alors ils disent pas comme ça, ils disent rémigration. Et ça veut dire déportation.
C'est ça, va falloir appeler un chat un chat. Prendre une personne pour l'emmener dans un endroit où elle n'a pas envie d'aller, ça s'appelle, et le faire de manière massive, ça s'appelle des déportations. Voilà. Il y a peut-être aussi du vocabulaire à réutiliser pour faire comprendre ce que c'est que l'extrême droite. Et je terminerai peut-être là-dessus, parce que j'avais 2-3 réactions, mais je pense que dans la salle, il y aura des questions, et je préfère qu'on aille là-dessus. Et justement, il y a aussi remettre en place ce que c'est que l'extrême droite. Parce que la période politique que nous sommes en train de vivre, elle n'est pas si différente que ça, par certains aspects, de périodes que nous avons déjà vécues ou qui ont été vécues dans d'autres pays. Je prenais tout à l'heure l'exemple de Mayotte. On a eu un débat en commission des lois sur le sujet, puis à l'Assemblée nationale. Dans les propos, le Rassemblement national, évidemment, a défendu un amendement pour la suppression totale du droit du sol. Total. Tous les articles qui permettent le droit du sol supprimés. Ils ont fait une bêtise, qui était qu'à l'intérieur, ils avaient supprimé un article du Code civil qui permettait la naturalisation des enfants adoptés. Pas tout à fait le droit du sol. C'est plutôt le droit de la famille. Normalement, c'est eux qui disent qu'ils défendent la famille et je sais pas quoi, etc. Parce que la famille, si jamais on est des êtres humains, on considère que c'est les liens affectifs qu'on tisse avec les autres qui forment notre famille. Pourquoi, dès lors, est-ce qu'on empêcherait un enfant adopté de devenir français? Pourquoi exactement? C'est quoi la raison? C'est pas une question de droit du sol ou je sais pas quoi. Eux, ils ont un slogan. Ils disent la nationalité française, ça s'hérite ou ça se mérite. Et ils viennent de faire la démonstration que ça ne faisait que s'hériter. Et par le sang. Et justement, c'est ça aussi qu'il faut être capable de matérialiser. Qu'est-ce que ça veut dire? Idée par idée, là je prends le droit du sol, mais on pourrait prendre n'importe quelle idée. Qu'est-ce que ça veut dire la suppression du droit du sol? Ça veut dire le rétablissement du droit du sang. Qu'est-ce que ça veut dire le rétablissement du droit du sang? Ça veut dire qu'il faut définir des critères de nationalité. Quels sont ces critères de nationalité? Est-ce que c'est un parent français? Est-ce que c'est 2 parents français? Sur combien de générations on remonte? Et vous voyez qu'en parlant de ça de manière très concrète, ça vous rappelle peut-être des trucs que vous avez vus à l'école, ou peut-être même vus de vos yeux, qui étaient les graphiques qui étaient faits par le maréchal Pétain pour savoir qui était français. Et où il remontait à... il gribouillait des gens en blanc ou en noir pour savoir si, en remontant, ils étaient juifs ou ils étaient français. Parce que c'était comme ça qu'ils disaient. On ne pouvait pas être et juif et français dans leur idéologie pourrie. Ben voilà, c'est ça ce que ça veut dire la suppression du droit du sol. Concrètement, ça veut dire qu'on vient trier les gens en fonction de leurs grands-parents, de leurs parents, et de si oui ou non on considère que leur sang est assez pur d'une certaine manière. Ouais, il faut être capable de dérouler le fil. Et ça, par exemple, j'en suis pas sûr à 100%, mais je suis presque sûr que si on en discute avec des électeurs du Rassemblement national en le faisant comme ça, ils vont dire, pour certains d'entre eux, il y en a qui peuvent être profondément racistes et être complètement d'accord avec ça. Et pour certains d'entre eux, ils vont dire, ah, j'avais pas vu ça comme ça. Je vous prends un autre truc et je terminerai là-dessus pour pas être trop long, mais j'y ai pensé tout à l'heure quand tu as parlé de la préférence nationale. Ça, c'est une grande idée du Rassemblement national. Maintenant, ils disent priorité parce que c'est plus, je sais pas, il doit y avoir un institut de sondage qui leur a dit qu'il fallait faire comme ça. Mais réfléchissez bien à l'idée. Ça veut dire donc, on va réserver des aides sociales, ils appellent ça comme ça, mais c'est-à-dire des droits sociaux, aux personnes qui sont de nationalité française ou bien aux personnes qui ont un certain nombre d'années de résidence sur le territoire de la République française. On réserve des aides, de l'argent public qui est versé à des personnes en fonction de leur statut, d'accord, de nationalité. Est-ce qu'ils vont faire le tri aussi entre les étrangers qui travaillent, qui achètent des choses en France? Est-ce que, par exemple, un étranger qui n'aurait pas le droit aux droits sociaux que nous avons définis collectivement, il va pas payer la TVA, il va pas payer d'impôts, il va pas payer de cotisations sur son salaire? Parce que si c'est ça le sujet, ça va coûter plus cher que ça va rapporter. Parce que si on enlève les cotisations de tous les étrangers qui travaillent, si on enlève la TVA qui est payée sur la bouffe par tous les étrangers qui achètent des choses dans les magasins, si on enlève les impôts qui sont payés par les étrangers qui travaillent, bah ça va coûter plus cher que ça rapporte. Donc vous voyez qu'il y a une forme de disjonction entre les deux. Il y a une forme de détestation. Puis après on réfléchit plus. On dit ah oui bah c'est vrai ils n'ont pas le droit d'avoir les aides. Ah d'accord. Mais dans ce cas-là pourquoi ils payent pour des droits auxquels ils n'ont pas droit justement? Ça n'a pas de sens. Et ça contredit notre idée républicaine. Et là encore je pense que si on en discute avec des électeurs du Rassemblement national, parfois il peut y avoir le truc de j'avais pas vu ça comme ça. Moi ça m'est déjà arrivé de convaincre des gens qui votaient Rassemblement national en disant bah vas-y on va regarder point par point, on regarde ce que propose ton parti et on en discute.
Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Faire reculer les idées du Rassemblement national, ça ne veut pas dire y céder, ça ne veut pas dire se laisser entraîner dans la pente, ça ne veut pas dire ne pas assumer ce qu'on est politiquement. Ça veut dire l'inverse. Ça veut dire assumer comme une fierté d'être ce qu'on est et de défendre les idées qu'on défend, même si on pense que c'est difficile à imposer dans la société. Qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Petit à petit, ils ont réussi à faire que des gens tombent comme des dominos les uns après les autres. Bah, les dominos, on peut les redresser, hein, c'est pas très difficile. C'est même comme ça qu'on fait une partie de dominos, normalement. On commence par les redresser, puis après, on les place sur la table. Voilà, bon, pardon pour cette métaphore qui n'était pas très prévue, mais je pense que vous avez compris l'idée et je pense qu'on peut passer aux questions. Ça sera aussi une manière de continuer le débat. Je vais très rapidement réagir à ce que tu as dit sur quelques points que j'ai notés. Premièrement, quand tu as dit il y a l'immigration à chaque fois dans le programme du RN, c'est vrai, en fait c'est un point de passage obligé de un peu tout leur programme, mais ce qu'il faut bien comprendre, enfin moi c'est quelque chose que j'ai de plus en plus en tête, faut bien comprendre que la politique, au fond, faire de la politique, c'est pas mettre un seul sujet sur la table, c'est au contraire créer des jonctions avec tout un ensemble d'autres. C'est-à-dire ce qu'est arrivé à faire le Rassemblement national, c'est effectivement tous les sujets qui peuvent exister, il le ramène à une seule question, mais à chaque fois, c'est articulé. Et si vous voulez, j'ai ça en tête parce que je me suis dit, mais en fait, c'est à ça que ça sert un parti. Et c'est même à ça, et c'est pour ça d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai accepté de venir ici, pour ça que je suis content aussi de parler avec la question du programme. En fait, c'est pour ça que c'est important un programme. C'est que si vous voulez militer sur un seul sujet, en fait, vous allez dans un syndicat, ou vous faites un mouvement social, ou vous allez dans une association. Mais quelle est la spécificité d'un parti politique? C'est justement de fonctionner avec un programme avec le but idéal, c'est de dire tous les aspects de la vie sociale, ils peuvent être mis en cohérence. Et ça, c'est même des choses que les militants peuvent voir au quotidien. C'est-à-dire, quand vous êtes militant, vous discutez avec des gens et vous essayez de prendre leurs problèmes et de montrer en quoi leurs problèmes peut entrer en équivalence, en chaînage en fait, avec tout un ensemble de mesures programmatiques. Et c'est ce que je disais tout à l'heure sur la question sociale et la question raciale. L'articulation qui a réussi à imposer le Rassemblement national, ou en tout cas dont il profite, parce que ça n'a pas été le seul à mettre ça en place, c'est l'articulation de questions sociales et questions raciales. Et c'est ça qu'il faut arriver à dénouer en proposant d'autres articulations, des nœuds, si vous voulez, des chaînages concurrents. Et c'est pour ça, voilà, je pense que faut arrêter de se dire, en fait, il y a un seul thème qu'il faut mettre en avant parce qu'il serait plus favorable à la gauche. On entend ça sur la question du travail, par exemple. Il faut mettre au cœur la question du travail parce que c'est ça qui va faire que la gauche peut. En fait, au fond, le RN parle du travail. Le RN parle du travail, sauf qu'il propose un autre antagonisme concurrent, qui n'est pas un antagonisme capital-travail, pour dire ainsi, mais qui est travail et assisté, par exemple, ou travailleurs et immigrés. Français travailleurs, etc. Donc en fait, il parle du travail, mais il propose d'autres articulations. Et donc faut toujours penser en termes de pas de monothématisme, mais de pluralité de thématiques. Et sur le racisme qui est transversal, ça tu l'as très très bien dit. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus c'est ça. Le racisme, c'est un fait social qui est transversal, c'est-à-dire qu'on le retrouve dans les classes populaires, dans les classes moyennes, dans les classes supérieures, dans les électorats d'extrême droite, mais aussi dans les électorats de droite et de gauche. Et à chaque fois, il va prendre des formes différentes. Et effectivement, ça a été un peu intégré vis-à-vis du sexisme. Je pense que c'est pas quelque chose qui est forcément uniquement chez les classes populaires d'extrême droite, par exemple, mais qu'on retrouve dans toute la société sous des formes différentes. Et c'est pareil pour le racisme. Et je pense qu'effectivement, il y a encore du travail à faire pour faire déplacer un peu cette conception du racisme, pas seulement comme attitude de personnes qui ont des mauvaises pensées, qui auraient une mauvaise personnalité, mais comme rapport de domination structurel et transversal à toute la société. Ce qui veut dire que le vote RN, c'est une forme parmi d'autres d'expression du racisme, mais non la seule. Et j'allais dire pas la pire d'ailleurs. Il y a plein d'autres manières de faire fonctionner son racisme de manière plus efficace que de voter RN. Et d'ailleurs, moi, beaucoup d'électeurs que j'ai croisés, c'est parce qu'ils n'avaient pas les moyens sociaux de mettre en œuvre certaines discriminations, parce qu'ils ont pas d'appartement à louer, ils ont pas une entreprise où ils peuvent embaucher des gens et discriminer, ils ont pas les moyens de déménager de leur appartement et d'en faire de la ségrégation résidentielle, etc. Et donc leur discours, souvent, il est d'autant plus véhément leur racisme est d'autant plus véhément dans les discours qu'il est impuissant dans les actes, parce qu'ils n'ont pas les moyens sociaux de le faire. Donc il faut aussi s'interroger ça et du coup, l'extrême droite doit pas dédouaner le reste de la société de ce fait social qui est le racisme, et ça me semble assez important. Rapidement,
sur ce que tu as dit sur les solutions, il faut davantage faire regarder vers le haut plutôt que vers le bas l'espace social en termes de politisation. Je suis évidemment d'accord, notamment pour ce que j'ai dit sur la question, il faut davantage arriver à politiser et à rendre possible et désirable et crédible le fait que c'est possible de s'attaquer au haut de l'espace social. Et par contre, faire regarder ailleurs, faire regarder vers le haut, ça ne suffira pas mécaniquement à empêcher les gens de regarder vers le bas. C'est un peu triste à dire, mais il peut y avoir les deux. Et d'ailleurs, c'est ça l'enjeu de la conscience sociale triangulaire, c'est de dire, en fait, vous pouvez à la fois détester les élites et détester les immigrés du bas. Voilà. Et les deux sont absolument compatibles, et donc il faut à la fois jouer sur la politisation du haut et aussi arriver à tarir la légitimité de la détestation des classes populaires racisées. Et ça j'arrive au dernier point, quelque chose que tu as dit qui était de ne pas céder. Ça, c'est vrai politiquement, mais je pense que c'est vrai aussi socialement, si vous voulez, dans la vie quotidienne. Moi, ce qui m'a frappé sur mon terrain, c'est à quel point il y avait des énoncés sur les immigrés, sur les assistés, des énoncés négatifs, qui circulaient dans les milieux sociaux, dans les groupes sociaux concrets, sans friction, quoi, qui circulaient en toute légitimité, et il y avait sans même discussion, ou sans sanction symbolique, ou sans une personne qui dit, c'est pas ok, arrête d'être con, tu peux pas dire ça, etc. Donc c'est des petites choses de pas laisser passer qui en fait n'ont plus lieu dans tout un ensemble de territoires, de milieux sociaux, et ça, je pense, c'est important à comprendre. Moi, on m'a beaucoup dit quand je commençais à travailler sur le RN, il y avait beaucoup le côté, il faut pas diaboliser le RN, il faut pas trop entrer en conflictualité parce que ça va braquer les électeurs et au final, ça va leur profiter. Bon, moi, je pense qu'il y a une dédiabolisation depuis 20 ans et ça profite au RN. Et d'ailleurs, si on les écoute, eux, leur stratégie de dédiabolisation, c'était ça, c'était arrêter d'être attaché au stigmate du racisme. Donc en fait, parfois, il faut aussi leur faire confiance et se dire, la diabolisation, et ça, je dis ça de manière neutre, c'est qu'au fond, je pense à une efficacité sociale et politique. Et y compris dans les discussions ordinaires, qui fait que si on continue à rendre le racisme honteux, si on essaie de lutter contre le fait que le racisme devienne éhonté, si vous voulez, ça a une efficace. Et donc, il y a contre le racisme ordinaire, il y a un antiracisme ordinaire, il y a une norme antiraciste du quotidien à essayer d'activer. Et ça, voilà, ne pas céder, ça renvoie aussi au fait que c'est pas être méprisant que d'accepter la conflictualité. Et même au contraire, en fait. Et je pense que, voilà, y compris moi, pour les personnes avec qui j'ai discuté pendant longtemps, la conflictualité, c'est pas un problème. Et c'est pas des personnes qui se sentent rattachées corps et âme au Rassemblement national, si vous voulez. Il y a d'autres choses en eux qui peuvent être activées politiquement. Et donc, c'est pas un problème, à mon avis, voilà, faut pas refuser la conflictualité, y compris au quotidien. Je vais pas être trop long, mais... Moi, j'ai juste un vraiment dernier tout petit truc à rajouter, mais corollaire de ça, c'est notre propre diabolisation, avec une limite, à mon avis, qui est que, à force d'être diabolisé, mais en même temps tenant des positions politiques qui sont stables, sûres, compréhensibles, à savoir, par exemple, dans la période qui vient de s'écouler, si vous voulez voter la censure, il faut être avec les insoumis. Et heureusement que les insoumis sont là, parce que s'il n'y avait pas les insoumis, c'est pas sûr que tout le monde n'aurait pas cédé, in fine, aux coups de pression médiatique qui peuvent avoir de gros effets sur les électorats, c'est sans méchanceté, mais sur les petits bourgeois qui peuvent avoir une forme de oh là là, mais quand même, c'est la catastrophe, ça va être difficile. L'incertitude est très perturbante pour les gens qui n'ont pas l'habitude de l'incertitude et dont les vies ne sont pas liées à des phénomènes incertains permanents. Dans les classes populaires, l'incertitude, en fait, c'est le permanent. Hein. C'est savoir si on va pouvoir avoir à bouffer, le travail, le logement. Tout est incertain en permanence. Et c'est précisément pour ça qu'on parle de précarité, dans le sens où, y compris, c'est une précarité qui est matérielle, mais qu'en même temps, une précarité au sens moral du terme, de la vie quotidienne, parce qu'on ne sait pas exactement ce qui va se passer à l'avenir. Donc, corollaire, notre diabolisation, mais au bout d'un moment, quand on se fait diaboliser par l'intégralité d'un système, peut-être que c'est nous qui dérangeons le système, en fait. Parce que le Rassemblement national, il devient un peu... il commence à faire partie de ce système qu'il est censé combattre, vu qu'il ne censure pas des gens comme Manuel Valls, par exemple. Je suis pas sûr que les électeurs RN, ils aiment beaucoup des gens comme Manuel Valls. Donc, il y a cette forme de renversement qui peut se produire. Moi, je vous le dis, j'ai déjà vu, on a repéré des vidéos sur le sujet avec Mathis et mon équipe. Il
y a déjà j'ai vu des vidéos passer de mecs qui disent, moi j'ai toujours voté à droite, je vais voter pour les insoumis parce que c'est les seuls qui tiennent bon face à Macron. Je me dis, il est en train de se passer quelque chose. La séquence qui vient de se produire sur les auto-entrepreneurs, par exemple, elle est hyper intéressante. On lance l'alerte, nous, sur les auto-entrepreneurs. Enfin, les auto-entrepreneurs lancent une pétition. On voit ça, on lance l'alerte sur les auto-entrepreneurs, on fait des vidéos à plusieurs qui font, alors vraiment, je sais pas comment, ça fait des millions de vues. Vraiment, c'est d'un seul coup. Et les auto-entrepreneurs eux-mêmes, prenant conscience du truc, se mobilisent, signent la pétition, etc. Le truc enfle de manière hyper rapide. Le Rassemblement national lance une pétition. Alors, si vous allez regarder la pétition du Rassemblement national, en fait, vous donnez votre contact au Rassemblement national pour qu'ils puissent vous contacter dans le cadre d'activités qui sont des activités politiques. Donc, ils en ont rien à foutre des auto-entrepreneurs. Mais attendez, c'est pas fini. On découvre à la fin que les mecs avaient déposé un amendement en octobre qui était encore pire que ce que fait le gouvernement. Et ça, faut pas croire que ça passe inaperçu. Bien sûr, dans les médias, dans la bonne société, tout ça, jamais on va aller taper sur le Rassemblement national. Mais nous, on fait ce travail d'information. Et les gens, petit à petit, ils voient, ils se disent, mais attendez, mais je comprends pas, les mecs, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Nous, on fait ce travail-là. Et il y a eu ce cas-là, à la fin, on a gagné quand même. Et retire la mesure, le gouvernement. Ça veut dire que nous, on a obtenu une victoire. Même sans être au pouvoir, on a obtenu une victoire. Là, en ce moment, il y a un truc sur les alternants. Pareil, on a lancé la bas-de-son sur les alternants qui sont censés être taxés. En fait, obtenir des victoires ou lancer des batailles en montrant que nous, on sait de rien, on n'en a rien à faire et on va se faire taper sur la tête, c'est pas grave, ça fait partie aussi de ce qu'on peut faire. Et le dernier truc que je voulais dire, et après vraiment je laisse, mais une des dimensions qui est hyper importante à avoir en tête, et ça c'est un truc que je veux vous dire pour qu'on reparte tous avec cette idée-là au moins, mais ils essayent de nous déprimer. Ils essayent de nous déprimer. Ils essayent de nous dire, vous êtes nuls, vous y arriverez pas, de toute façon l'extrême droite a déjà gagné. On se demande même pourquoi on fait des réunions publiques et pourquoi on se rassemble et pourquoi on essaye de s'organiser pour essayer de les battre. Parce que de toute façon, c'est comme si on avait déjà perdu. Vous savez, quand est-ce qu'on nous a dit ça aussi? En juin. On nous a dit que c'était sûr, Bardella il allait gagner, que c'était déjà perdu, après tout pourquoi on va voter, à quoi ça sert tout ça, etc., etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a gagné. Donc, on a fait la démonstration que toutes leurs conneries sur de toute façon c'est inéluctable. Bah si, c'est évitable, c'est résistible comme ascension. Et précisément, souvenez-vous toujours, vraiment, partez de cette réunion avec ce truc-là. Souvenez-vous toujours du sentiment que vous avez eu à 20h01 quand c'est affiché le résultat. On s'est dit, oh la vache, on a gagné. Oh la vache, on a gagné. Et puis après, on s'est dit, oh la vache, ils ont perdu. Mais ils ont bien perdu, ils sont arrivés 3e, ils sont pas arrivés 2e, ils sont pas arrivés avec plein... Non, ils sont arrivés 3e, ils ont perdu. Maintenant, mettez-vous à la tête des gens qui votent Rassemblement National. Cette fois-ci, c'était sûr, ils allaient gagner. C'était gagné d'avance. Bah non, ils ont perdu. Ils se sont pris un coup sur la tête, là. Donc il faudrait pas que, en l'espace de 6 mois, parce qu'il y a des gens qui cèdent et qui... il y a Macron qui nous a volé le résultat de l'élection, mais il y a aussi des gens qui finissent par céder au truc où il y a 6 mois, la situation actuelle, elle aurait été inacceptable. Pour des gens qui disaient la gauche a gagné les élections et jamais nous ne donnerons le scalp du nouveau Front populaire à Macron. C'était pas Mélenchon qui disait ça, c'était Olivier Faure. Et ben ce sentiment-là, gardez-le incrusté en vous, parce que c'est le moyen aussi de continuer la bataille, mais en étant sûr de notre capacité à gagner. On ne gagnera pas si on n'est pas sûr de notre capacité à gagner. D'accord? Et ça, c'est indispensable d'avoir ce sentiment-là pour continuer l'action et pour dire aux gens aussi que ça sert à quelque chose d'aller voter. Parce qu'on n'a pas manqué une victoire à la majorité absolue à grand-chose non plus. Voilà, souvenez-vous de ça quand même, en partant.